Mardi question, ça veut pas dire que tous les mardis je réponds à des questions, mais ça veut dire que quand on me demande d'écrire des trucs, j'arrive plus. Ce que j'aime là, c'est parler, puis voilà. Je parle pas à grand monde dans la vie, vous savez. Mardi question, aujourd'hui c'est avec Erika Fulop. Alors vous savez, Erika c'est une teigneuse dans l'énergie et elle finit toujours par vous arracher ce qu'elle a décidé d'avance qu'elle vous arracherait. En l'occurrence, c'est-à-dire que je répondrai en anglais à ces questions. Ben oui, mais c'est trop dur. Puis en même temps, quelle question? Alors évidemment, c'est discussion entre un critique littéraire et un auteur. Je mets au masculin pour simplifier. Un théoricien, un pratiquant, un praticien, pourrait-on dire en théorie. Cependant, en pratique, une part large de leur champ respectif d'action est un territoire qu'on partage. C'est l'espace de la réflexion et de la réflexivité. Le travail du critique littéraire, c'est d'analyser et réfléchir. The job of the literary critic is simply, pour le dire simplement, le boulot du critique littéraire, c'est d'analyser et réfléchir, mais avec ce double sens de reflect. C'est là où s'installe l'approche d'Erika. Les œuvres littéraires et leur contexte. Attention, on a affaire à quelqu'un qui connaît son job. Elles le font en suivant certaines conventions qui requièrent couramment de maintenir le plus possible une distance objective, de se tenir à l'écart de l'objet de l'analyse. Le job de l'auteur, de l'autre côté, c'est de produire ces œuvres que le critique pourra étudier, même si ce n'est pas son premier projet, of course. Par contre, après, elle finit comme ça. In what ways the web had make you think differently about your work? En quelle façon le web vous a fait penser différemment votre travail? C'est là où ça devient déjà 40 minutes pour répondre. Heureusement, on va essayer de faire autrement, mais c'est là où ça devient l'enfer. Les formulations telles qu'on nous les propose récemment, c'est en quoi le web a changé votre travail d'écrivain. Et moi je sais plus, comment je pourrais savoir? Quand j'ai commencé en 1980, j'étais déjà passé à l'étape de la machine à écrire électrique. Ensuite je l'ai vu évoluer avec celle où on tapait toute la ligne, et puis elle imprimait la ligne comme ça, et là on avait des petits cadrans avec les 5 derniers caractères ou les 15 derniers caractères qu'on pouvait corriger, une espèce de mémoire tampon. Ensuite il y a eu le premier ordinateur qui était traitement de texte avec Atari, moi j'avais le rédacteur. Évidemment, c'était une machine à écrire perfectionnée avec l'imprimante à aiguille derrière, mais ça a continué d'évoluer extrêmement vite. Et dans cette évolution, le web est venu en 1996, donc ça faisait déjà 8 ans que j'avais un ordi, et les connexions étaient évidemment extrêmement lentes, et surtout, on était un milieu sur le web extrêmement restreint. Donc toutes ces étapes, on les a vues se faire progressivement, alors que, en gros, si j'ai commencé à publier en 1982, globalement j'ai 6 ans d'écriture pré-ordinateur et globalement j'ai 15 ans d'écriture pré-web. Ce qui est fascinant avec nos étudiants maintenant, c'est que dès avant même de savoir lire et écrire, il y avait déjà la présence de la manipulation d'appareils numériques connectés. Et c'est pas forcément nous qui sommes dans l'intérieur de la transition qui pouvons parler sur ce qui s'est déplacé. La question d'Erika est plus fine parce qu'elle dit il ne s'agit pas qu'est-ce qui a changé au travail d'écrivain. Le travail d'écrivain maintenant, pour moi, il est complètement numérique. Les questions qui restent, c'est quelle est la différence entre les copains qui utilisent encore des carnets manuels, des premiers états de rédaction manuscrits, ou ceux qui, comme moi, préfèrent utiliser les outils informatiques pour la gestion de projet, le stockage de liens, l'insertion des bassins documentaires, de ce qui se passe aussi dans nos emails, dans nos logiciels de brouillon, comme moi, lisseuse, sans plus aucune étape manuscrite, mais bien sûr déjà depuis
plus de 10 ans dans la façon de penser. Qu'est-ce qui change certainement à cette profusion de l'information? Qu'est-ce qui change certainement à cette disponibilité de la bibliothèque? Qu'est-ce qui change au fait, on va y revenir plus tard sur la question de la publication, mais ce qui change la question de la propulsion quotidienne, l'écriture quotidienne ne change pas. Si vous regardez Proust, Flaubert, Kafka et tellement d'autres, on a heureusement des traces du travail quotidien de l'auteur. Ça, c'est déjà documenté et ça n'a jamais changé. La correspondance, que ce soit Flaubert ou que c'est ce qui est aussi si passionnant chez Lovecraft, avec une instance collective de la correspondance, c'est en quoi la socialité du travail d'écrire, quelque chose qui intervient dès l'étape comme ça du plus central du travail personnel. Ça, on peut le mesurer aussi chez Kafka. Donc je pense que c'est plus important pour nous d'aller mesurer ce qui ne change pas, ce qui est dans cette continuité. Par contre, c'est-à-dire que, par exemple, est-ce que Beckett est un écrivain asocial? Si on va à Limerick, en Normandie, il y a environ 3000 lettres, je crois, copies de lettres, et ces lettres sont écrites en 5 langues. Donc, même si Beckett était un taiseux, au moins dans la conversation, vous savez, sur UbiWeb, il y a une ressource très secrète qui est 30 secondes de la voix de Samuel Beckett. Je ne sais pas si on a d'autres archives sonores de Samuel Beckett. Mais cette instance de socialité est toujours présente, quel que soit l'apparent isolement ou l'apparent caractère solitaire de l'auteur dans sa démarche. Bon, on y va avec quelques questions d'Erika. Je portais donc sur cette question de réflexivité. Pour moi, j'ai longtemps fonctionné avec cette définition de Blanchot, quelque part. Je ne sais pas s'il le dit dans Faux pas ou Le Part du Feu, je crois que c'est dans Faux pas, et je ne sais plus si ça concerne l'écriture en général, la littérature ou la poésie. Mais dans ma tête, c'était devenu la littérature, c'est le langage comme réflexion. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est une appropriation comme ça du langage qui permet de l'entrer dans une relation avec vous, qui le déplace et le constitue comme littérature. Ça permet aussi de faire que ce qu'on nomme littérature, c'est qu'il y a toujours une notion rétrospective. Saint-Simon n'appartient pas à la littérature, sauf 100 ans après sa mort. Pareil pour tant d'autres. Les oraisons de Bossuet ne sont pas des textes littéraires, elles le deviennent parce que ces changements de langue sont repérés ensuite et ainsi de suite, ainsi de suite. Dans cette définition rétrospective de la littérature, cette étape-là, ce par quoi on saisit l'étant donné ou le fait que cet ensemble de langues soit devenu littérature, ça passe par la relation qui s'établit alors entre langage brut tel qu'il a été fait à ce moment-là, dans ce contexte, Saint-Simon écrivant d'après les mémoires de Dangeau une relation personnelle de son séjour à la cour de Louis XIV à l'attention de sa famille ou de quelques rares personnes qui pourraient y avoir accès, comme le fils de son notaire qui s'appelle Arouet et qui deviendra Voltaire, Saint-Simon étant passionné de l'intérêt que trouve le jeune Voltaire pour ses cahiers écrits très, très serrés. Et en même temps, là je sors de 4 mois de traduction de Kenneth Goldsmith, Uncreative Writing, et tout le travail de Kenneth, c'est dire en quoi dans la possibilité de création numérique, le langage brut qui se déploie en permanence et dans la ville et dans le web, les enseignes publicitaires, les masses comme ça de langage charrié par les ondes sonores, conversations téléphoniques, le flux permanent et des journaux qui s'effacent
le lendemain, avec ce défi de Keynes, par exemple, d'aller prendre un journal ordinaire, un numéro ordinaire du New York Times, et puis de le recopier intégralement, et d'en faire un livre de 800 pages, d'un journal qui sinon le livre s'appelle Day. Et en même temps, qu'est-ce qui est fascinant? L'ensemble de questions que pose Kenny, et qui est justement dans quel ordre je le fais, comment je supporte de faire pendant 80 pages, de recopier exactement des cours de la bourse, qu'est-ce que j'utilise comme police de caractère, comment je joue de l'épaisseur des titres, du saut entre les colonnes, comment je retranscris linéairement des écarts. Et donc du coup le travail sur la lecture ou le travail sur la relation langage-monde devient un espace, alors même que la masse première de langage, elle n'a rien de réflexif, puisqu'on se contente de transcrire à l'identique le test du New York Times. Et donc c'est ce qui me paralysait depuis quelques semaines pour répondre à Erika. Je ne suis plus sûr maintenant que cette instance de la réflexivité dans mon rapport au langage soit ce qui me permet de définir une pratique d'écriture. Métafiction. Fiction narrative about fiction itself. Voilà, je comprends rien. Alors ça, ces universitaires, là, ils nous emmerdent constamment. Il faut qu'ils inventent des mots. Métafiction. On passe. Autobiographical writing that includes about becoming, being an author, about writing as practice, etc. Et là, c'est peut-être aussi là où j'avais une grosse réticence envers ces questions d'Erika. Le job, même si elle ruse et qu'elle anticipe, le job de l'auteur, il est là où la langue sort d'elle-même pour se confronter à ce beau titre de Claude Royer-Journoux, poète, la notion d'obstacle. En quoi vous allez utiliser un obstacle extérieur pour rendre par rapport à vous-même autonome le travail de la langue. Donc autonome dans son rapport à ce qu'elle désigne, l'espace du sens dont elle est chargée et qu'elle doit en même temps nier, relever, comme dirait Hegel. Toi, tu as fini ton tour, maintenant c'est mon tour à moi, je t'annule, je prends la place. Mais prenant la place, je garde cet espace le mot table désigne une table, etc. etc. Et pour nous, même si on travaille à si on se pose soi-même comme étant le lieu de cette instance, à ce moment-là, oui, ça devient autobiographique. Mais l'autobiographie, en ce sens-là, n'est pas quelque chose qu'on vise comme ça, comme un énoncé de soi. Elle est cette même distanciation, ce même travail de gouffre, Zugrundegehen du même Hegel, le travail d'effondrement. Et dans cet effondrement, on ne sait pas où ça s'effondre, il n'y a pas de fond. Par contre, dans le temps de l'effondrement, il y a des figures, vous pouvez les attraper. Et ça, c'est Hegel. Il dit, le temps où j'énonce ces figures pendant le temps de mon effondrement, le temps d'énonciation relève justement le mouvement le Zugrundegehen, le mouvement de s'enfoncer vers le sol. C'est une vieille figure, ce truc de la logique de Hegel, mais pour moi, c'est quelque chose qui est toujours actif dans le travail. C'est-à-dire, à quel moment j'ai été autobiographique? Paradoxalement, quand j'ai écrit Biographie des Rolling Stones, là, ils nous emmerdent tous avec leur mai 68, ça va être des colloques, des unes de journaux, alors que ce qui s'est passé il y a 50 ans plus tôt, on n'en a rien à foutre. Les gens comme moi en ont quelque chose à faire de mai 68, parce que c'est le moment où les cheveux ont commencé à passer sur les oreilles. C'est le moment où il n'y avait plus un collège d'enseignement de filles et un collège d'enseignement de garçons dans le village, mais un collège d'enseignement secondaire où tout d'un coup, l'année 1965, en amont de 68, on a mis les filles et les garçons ensemble. Et les fringues aussi ont commencé à partir de 63, première une de Paris Match en couleur, 65, premiers intérieurs de Paris Match en couleur. Tout d'un coup, on échappait au fait que le monde, en dehors de notre portée sensible, n'était plus en noir et blanc. Et donc, comment on s'habillait pouvait échapper à la grisaille. Le monde a échappé au gris. Le monde a échappé au silence. On a eu les radios, etc., etc.
Donc pour moi, c'est ça cette mutation des années 68. Moi, avec quoi je peux la documenter? J'ai rien. Là, un copain vient d'envoyer, parce qu'il a retrouvé une boîte de négatifs, on était en internat aux arts et métiers ensemble en 1972-73. Je pensais jamais qu'il puisse y avoir ma tronche quelque part dans ces années-là. Bernard Jousse vient de retrouver une boîte où il y a une dizaine de photos où on me voit dessus. Mais qu'est-ce que c'est cet état minimum de représentation par rapport à la façon dont le réel se documente en permanence? Donc j'ai travaillé sur les Rolling Stones parce que les Rolling Stones, depuis leurs 16 ans jusqu'à maintenant, sont parfaitement documentés en tout, tous les témoignages, tous les itinéraires, tous les trajets, toutes les séances du studio, etc. En même temps que c'est une documentation lacunaire qui n'inclut pas les jeux économiques, les sociétés, les jeux offshore, qui n'inclut pas... Bon, ça c'était le job de la biographie. Mais pour moi, cette biographie était avant tout une détermination autobiographique pour aller travailler sur cette mutation qui a mené à mai 1968. Ensuite, j'ai fait un autre bouquin qui s'appelle Autobiographie des objets. Donc, c'est le jeu de mots évidemment avec, vous savez, Gertrude Stein qui écrit... Autobiographie d'Alice Toklas, et Alice B. Toklas étant sa compagne, et donc Gertrude Stein est forcément quelqu'un de très présent dans ce qui serait fictivement l'autobiographie de Alice B. Toklas si elle avait écrit son autobiographie, sauf que c'est Gertrude Stein qui l'écrit. Dans cette circularité, on a le génie de quelque chose. Comment nous, on passerait à côté de ce genre de choses? Donc en écrivant Autobiographie des objets, cette projection-là, bon, c'était à quoi? C'était entrer dans l'Alzheimer de ma mère, c'était entrer dans ce qui se dessinait déjà comme irréversible, dire, si je te pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a eu de premier à la maison, la machine à laver ou le réfrigérateur? Ça change quoi? Ça change, oui, la condition des femmes, ça change l'équilibre social dans un village, avec ces personnes qui étaient vouées à aller faire toute leur vie la lessive chez ceux qui pouvaient le payer. Mais ça changeait aussi le statut de la mémoire, qui était capable de retenir ces choses à distance alors qu'elle ne pouvait plus là. Et pour moi, de mon côté, ça changeait autre chose. C'est-à-dire que, précisément, comment travailler sur le numérique, c'est-à-dire dans une mesure où un appareil comme ça, on commence à voir le jour qui se lève sur la ville de Cergy derrière nous. Un objet comme ça comporte de la musique, elle comporte des appareils photo, comporte des traitements, des objets de montage, comporte l'accès à l'information. Il y a plus de 15 ans que je n'ai pas acheté un journal ni un magazine, mais que ce qui me vient d'informations sur le monde passe par le web, y compris les abonnements que je prends à au moins le New York Times et le Monde. Si je veux travailler sur cette cessation de l'objet, ou si je veux travailler sur cette reconfiguration de l'objet dans une relation au monde qui ne passe plus par des objets dédiés, bon, c'est le chemin pour moi. La liste des appareils de musique, la liste des appareils photo de mon père, les listes des moyens de locomotion, ça s'est appelé pour moi autobiographie des objets. Mais pour moi, précisément, je n'étais que le champ ou le territoire compact, matériel, hors de moi, de ce rapport au monde qu'en tant qu'auteur, je voulais investir et travailler. Et les universitaires, ils se font une telle banane de ce que ce serait qu'être écrivain, qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil de ce truc-là. Nous, il suffit qu'on regarde nos comptes en banque, c'est aussi dans la machine, et puis on sait bien la claque qu'on prend dans la gueule, quoi. Écrivain vie de merde, qu'est-ce qu'on en a à foutre aujourd'hui? C'est qui les people? C'est peut-être pour 2 ou 3 qui font scandale, mais le rapport symbolique au personnage, oui, au 19e siècle, le poète en dispose. Baudelaire en dispose post-mortem, probablement c'est le dernier. Zola, Eugène Sue peuvent en disposer aussi, par Marcel Proust. Et puis ensuite, ça passe, par exemple, oui, ce dépôt symbolique de personnage le constituant comme identifiant collectif, dans les années 60, ça passe aux chanteurs de rock. C'est vachement intéressant de constater en quoi la littérature, qu'est-ce qui se passe si elle perd cette instance-là. Simplement, il se passe aussi après
même si on s'appelle Mick Jagger, c'est plus le chanteur de rock qu'en dispose, mais ça passe à l'acteur de cinéma. Et puis, bizarrement, l'homme politique va en disposer aussi, tout en, du coup, allant à sa perte en s'évidant de l'intérieur. Ça dépasse largement le propos. Mais de grâce, amis universitaires, arrêtez de nous emmerder avec l'écrivain. On a des ouvriers du texte, Rimbaud, viendront d'autres horribles travailleurs. Lisez donc Rimbaud. Intertextuality, reflecting on other writing and its relationship to one's own, directly or indirectly, implicitly or explicitly. L'intertextualité, réfléchir aux écrits des autres dans leur relation avec les siens propres, directement ou indirectement, implicitement ou explicitement. Vous voyez, la toile d'araignée dans laquelle... Et pourtant, je l'aime bien, Erika, c'est une amie. Pour beaucoup. Mais comment travailler à l'intérieur de ça? Et là, par contre, je crois que la réponse serait simple. C'est-à-dire, je ne connais pas de démarche littéraire qui soit hors de cette intertextualité. Par exemple, pour Beckett, quand il vient en France en 1935, lecteur à Normal Sup, il travaille à un texte sur Marcel Proust. Et ce qui est fascinant, c'est le texte de Beckett sur Proust qu'on a découvert en gros après sa mort, être traduit après sa mort. Pour moi, c'est le premier texte qui est... Beckett critique ce qu'on dit de Marcel Proust. Beckett casse l'instance où Proust est censé parler de Duchesse. Non, il dit, dans cette espèce de surface polie du monde, ce qui compte, c'est la déconstruction. Et ce qui compte, c'est comment ce qui s'ébauche ici de liquide nous donne une autre relation du langage à ce qui est hors de lui. Et on a un texte précurseur, un texte qui était 20 ans exactement avant les premiers vrais textes sur Proust, ceux de Deleuze, par exemple. Et il y a aussi les textes que Beckett a écrits sur Rimbaud, mais il y a aussi le fait que Beckett, dans cette relation quotidienne avec James Joyce, dans cette époque-là, avec vous savez, tout ce qui a mal fini avec cette ambiguïté de ce que la Madame Joyce projetait d'une relation de Samuel Beckett avec sa propre fille, un petit peu handicapée. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là, mais la relation entre Beckett et Joyce n'était plus vivable, etc. Mais quand Beckett s'installe dans le collectif qui, avec André Duboucher, s'attelle à la traduction d'un chapitre du Finnegans Wake, on est dans cette intertextualité aussi. Le rapport de Beckett partout à Dante, par exemple. Dante, évidemment, c'est énorme et ça a 500 ans. Est-ce qu'on peut comprendre Beckett sans comprendre Dante? Non. Donc, simplement cette intertextualité, quand l'auteur a un blog, quand l'auteur est dans les réseaux, quand sur Instagram, par exemple, il y a un fil Instagram, peut-être qui n'est pas hashtagué, ou etc., mais qui est fascinant parce que des amis. C'est pas forcément des auteurs, mais les auteurs le font aussi. Simplement cette pratique de prendre, vous êtes en train de lire un livre et vous prenez votre téléphone et puis vous boum. Et puis, avec le téléphone, on photographie la page du livre et immédiatement, ça part sur le réseau. C'est-à-dire, on ne dit pas « je suis en train de lire ça », on partage comme ça, visuellement, sans transcription à l'état de texte, ce que vous êtes en train de lire. Donc cette notion d'intertextualité change par le web dans ses modes de mise à disposition. Si vous relisez, si vous ouvrez n'importe où les lettres de Flaubert ou celles de Malcolm Lowry ou n'importe quelle correspondance d'auteur, cette relation à la lecture, comme cette relation à ce qui vient de paraître, comme cette relation au discours ou à la critique de l'instance critique, c'est présent en permanence. Simplement, dans les modes d'édition, eux, retenaient hiérarchiques. C'est-à-dire, on prend de l'auteur ce qui concerne le travail de fiction, mais cette instance qui est plus diffuse dans les lettres, dans les carnets, où par exemple Kafka va parler de Dostoïevski ou de Tolstoï ou de Tchekhov ou de Dickens ou de Balzac, ces choses-là, il faut aller les chercher. C'est pas repris par l'instance mainstream de la publication associée à cette valeur symbolique mise sur le nom de l'écrivain. Tandis que nous, on met tout sur le même plan. C'est-à-dire, prenez le blog d'Arnaud Maizetti, entrez dans son instance de fiction ou entrez dans son instance
instance critique, c'est juste selon le point de sa page d'accueil où vous placerez votre souris et ferez votre clic. Donc on est à égalité de surface. Ça, c'est un paradoxe du numérique. On travaille sans épaisseur, on travaille sur une disposition graphique des éléments qui bouleverse leur rapport réciproque, mais donc simplement qui remet à égalité ce qui toujours a été à égalité. Ce serait ça ma réponse. Reworking, rewriting own text. Alors là aussi, c'est l'art d'Erika de poser des questions. Je te pose pas une question, je te dis réécrire, retravailler tes textes. Elle est où la question? Et pourtant, là pour moi, c'est peut-être là où le web aurait paradoxalement changé le plus, sans que je sache complètement démêler. C'est-à-dire, on a longtemps été dans la question d'écrire qui rature, et qui ont bien de jeux de mots à chier sur littérature, etc., etc. Attention, hein, j'ai un copain qui a un site qui s'appelle rature.net, ça n'a rien à voir, mais en même temps, quelque chose comme ça, vous savez qu'en même temps, c'est un processus aussi de création qu'on fait tous. Regardez Lucien Seul, par exemple, qui en fait des magnifiques. Prenez un livre, puis avec des marqueurs noirs, vous obstruez tout, vous laissez juste comme ça des mots qui recomposent comme ça un autre poème. Donc, cette fonction du texte sous le texte, du texte qui naît du texte, et comment ça se passe par rapport à votre propre texte. Qu'est-ce qu'on peut être fasciné par les versions successives à la recherche du temps perdu, par les notes où on voit comme ça les corrections qu'a pu faire Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, et longtemps, donc ces questions-là, de recopier un manuscrit, cette pratique de Jean Echenoz par exemple. Je fais un premier jet, à l'époque lui c'était à la machine à écrire, et puis ensuite je le recopie, je le redactylographie en entier. Quand Jean est passé à l'ordinateur, ça voulait dire faire un tirage imprimante une fois que le manuscrit était terminé, et puis je détruis le fichier. Et donc je le redactylographie, même si l'ordinateur, le traitement de texte, par définition, me permet comme ça d'installer mes trucs. Donc on a tous été où, je me souviens Valère Novarina disant j'écris tel livre, La chair de l'homme, je crois, en m'interdisant de revenir en arrière. Une fois qu'une page est écrite à l'ordi, je l'imprime, je parle de ça il y a une quinzaine d'années encore. Aujourd'hui, les imprimantes, on s'en sert plus beaucoup, c'est plus un objet fondamental de notre table de travail. Et je l'affiche sur le mur, et donc j'ai pas le droit de revenir en arrière. Donc on a tous des stratégies comme ça de contournement. Par contre, moi, ce que m'a appris, par exemple, l'atelier d'écriture, on fabrique artificiellement une tension, on fabrique artificiellement une scénographie du temps, c'est-à-dire le temps qui va être celui de l'écriture en commun, qui va ouvrir à la possibilité d'une lecture en commun. Et c'est comment on travaille en amont, le fait qu'on puisse sauter dans un territoire extrêmement précis et s'y comporter non pas en amateur, mais s'y comporter dans les forces vives de l'écriture. Et c'est ce qui continue de me passionner dans l'atelier d'écriture en lui-même. Je crois que cette chose-là a travaillé à rebours sur mes propres manières d'écrire. C'est-à-dire, avant de partir en écriture, il y a cette montée en pression, il y a cette montée en tension. Mais ça, paradoxalement aussi, une fois que je l'ai découvert pour moi, grâce à ça, j'ai découvert que ce soit justement pour Dickens, Tolstoïevski ou Baudelaire ou Rimbaud, j'ai découvert comme ça que ce mode pour Dostoïevski, pour Baudelaire, ce mode de préparation mentale, une fois que ce truc-là s'est préparé pour moi, s'est accompli pour moi, j'ai découvert rétrospectivement qu'il était quelque chose de continu dans la littérature. C'est-à-dire que la prise d'écriture, regardez Flaubert, 2 mois sans rien foutre, et puis après 1 mois à préparer par des lectures, etc. Et puis à un moment donné, on part 14 jours en écriture. Et ces 14 jours, c'est un chapitre. Et puis on recommence le cycle. Pour Balzac, c'est des unités de 140 pages écrites en 12 ou 14 jours. Et puis ça tombe bien, ça correspond à une section du roman, ou un roman en entier. Et puis ensuite, on recommence le cycle, une fois, en gros, toutes les 6 semaines. J'ai découvert que cette chose-là, en fait, simplement, on ne savait pas la reconnaître. Et je pense que l'université
a sa part de responsabilité d'avoir gommé le temps, sauf Gérard Genette par exemple, c'est ce qu'on lui doit aussi, gommer, ou Paul Ricoeur, d'avoir réinstallé le temps dans la question de la génétique de l'écriture. Et nous, on est issus de plusieurs décennies, je dirais, depuis l'apparition du papier carbone et puis la rançon de la machine à écrire dactylographiée. Vous savez, vous écrivez, après vous passez du blanc, là, du Tipex, on soufflait pour que ça sèche plus vite, j'ai encore l'odeur du coup du Tipex qui me revient, il suffit de dire ça et l'odeur revient. Et puis ensuite vous redactylographiez avec précision dans le blanc, ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'écrire plus long, ou alors simplement on découpe le haut de la page, le bas de la page, on leur remet tout ça, on le réagrafe sur une autre page blanche, et puis à la machine à écrire on réécrit ce qu'il y a entre les deux. Donc on avait une étape comme ça de mécanisation de la réécriture. Je crois qu'effectivement, le traitement de texte, ça peut être à l'infini, ça ne l'est jamais dans les faits. La réécriture ne suppose pas l'intensité. Elle suppose, pour blablabla, copier-coller, etc. Et c'est pas comme ça. Mais je crois simplement que l'oralisation, j'allais dire la mentalisation de l'écriture, l'ordinateur nous a contraints de la réapprendre. Donc paradoxalement, par exemple, pourquoi j'ai besoin de bloguer mes textes? Peut-être parce que s'ils restent sur mon ordi, je peux les travailler à l'infini. Je peux aussi les travailler à l'infini si je les mets sur mon blog, mais il y a une distanciation. C'est-à-dire le processus tout d'un coup devient plus complexe. Je suis séparé de mon texte. D'autre part, je lis mon texte dans un dispositif de publication, c'est-à-dire que dans mes étapes, par exemple, j'utilise ce logiciel qui s'appelle Ulysses, qui est du texte brut, mais hiérarchisé, que je peux réorganiser, multiplier par des tas de cases, insérer des tas de choses, etc. Et là, il y a un vrai changement du mode de travail. Ensuite, je l'importe dans Word, j'ai abandonné Pages, qui est plus pour moi à la hauteur. Je conseille souvent à mes étudiants de tester Scrivener, comme on dit en français, Scrivener, en américain, qui est un logiciel dédié à la gestion de projets littéraires ou cinématographiques, mais que je trouve un peu usine à gaz et justement trop loin du web, quoi, quelque part. C'est-à-dire, j'ai l'impression que Scrivener est devenu une espèce de tour ou d'enclosure comme ça, alors que la banalité de Word fait que il est ouvert sur, par exemple, le print on demand. C'est-à-dire, je me refuse maintenant à passer par les logiciels de création EPUB. Si je veux un livre numérique, je le convertis depuis mon Word, ou faire un livre imprimé dans ma collection tiers-livre. Ça passe directement depuis Word sans InDesign. Et donc pour moi, la première distanciation, c'est quand je mets le texte devant moi sur l'écran dans quelque chose qui ressemble au livre. Dans la mise en page du livre électronique ou la mise en page du livre imprimé, c'est pas différent maintenant. Ainsi de suite. Donc mettre mon texte dans la forme blog, ça veut dire que tout d'un coup, là je viens de le faire pour la traduction de Shadow of Innsmouth de H.P. Lovecraft, si je mets en ligne le paragraphe que je viens de traduire, je vois ce paragraphe et je peux le corriger, je peux le reprendre, je peux le travailler. Et je le travaille dans le blog avant de le réimporter dans mon traitement de texte. Je ne veux pas dire que c'est comme ça, mais en tout cas, la première chose, c'est comment, mentalement, on se prépare à l'écriture et on entre dans l'écriture. J'arrive au bout du temps, et je suis loin de faire republishing in other forms. Ouais, là, c'est marrant parce que effectivement, j'ai deux choses qui se sont amorcées, c'est-à-dire l'écriture dans le site, la publication site est devenue l'outil essentiel de travail. Ça veut dire que la publication dans le site est devenue la base essentielle du travail. Ça veut dire que j'ai eu une phase où plusieurs livres, après le livre au seuil, puis autobiographie des objets, ou avec, dans la mesure où j'utilisais le blog et qu'ensuite les amis ou les lecteurs connus ou inconnus complétaient, ouvraient des champs, donnaient des précisions, m'aidaient pour le travail documentaire. Et ça ensuite, ça devient un livre. J'ai fait pareil quand
quand je me suis astreint sur 100 jours à faire chaque jour une chronique sur Marcel Proust, comme ça pour le centenaire de la publication de Swann, c'est-à-dire le travail blog ensuite devient livre imprimé. Ça a été un premier truc. Maintenant, je crois que je suis un petit peu au-delà, c'est-à-dire que en prenant moi-même la maîtrise de ma publication imprimée avec le print on demand, en devenant mon propre éditeur, tiens, je réponds à ce qui était la dernière question d'Erika, je m'approprie cette maîtrise. Je garde la propriété intellectuelle de mon texte. Pourquoi pas le Hainsmoth, si Point Seuil a envie de le sortir, on fera non pas un contrat d'auteur avec moi-même comme traducteur, mais on fera un contrat avec Tiers Livre à éditeur. Et en plus, ce sera limité dans le temps, ce sera limité à 10 ans, etc. etc. Et c'est ce qui se change en ce moment, ou ce qui se remodèle, là où la question du droit d'auteur était devenue l'expression de la mainmise de l'édition commerciale sur nous, auteurs, en nous dépossédant de la propriété intellectuelle. Je pense que là, on a commencé, et je ne suis pas tout seul, à refaire le chemin inverse, et on vit mieux. Donc ça a été la deuxième phase de ce dont parle Erika, des livres qui soient chez Minuit, c'était le cas de Limite, de Calvaire des chiens, là, que j'ai tout prêt, mais que j'ai un petit peu la flemme, ou du moins je me dis ça sert à rien, de mettre fini, quoi. Mais chez Verdier, chez Minuit, il y avait aussi un fait divers. Là, par contre, pour moi, il fallait absolument que je le maintienne comme ça, comme brique essentielle de ma construction d'écriture, où c'était toute une vie chez Verdier. Donc reprendre ces textes-là et en les réinstallant en ligne, oui, j'installe du commentaire, oui, j'installe des naïvetés ou des maladresses que, me semble, à distance pouvoir le droit de corriger. Donc je republie, mais je crois que c'est une étape transitoire, c'est-à-dire c'est comment je me réapproprie aujourd'hui ce qui était, ce dont j'ai été dépossédé. Et pour moi, c'est quelque chose que je voudrais pousser à bout. Je vérifie toujours, est-ce que Décorciment chez Minuit est toujours disposé, quand est-ce que Minuit m'accorderait que je republie Décorciment en virant une sorte d'instance narrative, mais en mettant la ville de Bobigny plus comme ça à fleur des pages. Bon, j'ai le temps, on verra, et puis de toute façon c'est assez secondaire. Mais je crois que c'est une question qui est donc l'expression d'une transition. C'est-à-dire j'avance, j'ai besoin d'aller repêcher les choses anciennes, mais c'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le site, c'est-à-dire en quoi le travail de publication, ou le travail là qu'on peut faire avec YouTube, est déjà une écriture publiée numériquement qui accomplit le même travail de fiction, de dialogue, de représentation, etc. Self-commentary, on vient d'en parler. Self-publishing, on vient d'en parler. Self-curation, archiver, organiser le travail, prendre soin de l'héritage, taking care of legacy. Là, Erika, elle sait que c'est un point faible pour moi. C'est-à-dire, actuellement, je pense que la seule manière pour nous, auteurs, de se risquer dans la transition, c'est comme quand on demandait à Bob Dylan qu'est-ce que c'est pour toi le rock'n'roll, et qui répond carelessness, s'en foutre. Si mon site, par exemple, prenons deux figures opposées, je me casse la gueule en bagnole comme POL la semaine dernière, ça peut nous arriver à chacun de nous à tout instant. Je ne paye pas mon site, dans 6 mois, 7 mois, s'efface complètement, sauf un miroir à la BNF. C'est très bien que la BNF ait pris, par un décret-loi de 1995, l'autorisation d'archiver les sites web. En même temps, moi j'ai bien des pages où il y a qui permettent des petits scripts qui font que les robots n'ont pas le droit d'y aller. J'ai des choses que... Bon, des espaces qui sont réservés et qui font que le site est pour moi une espèce de caverne de travail privée, ou alors réservé aux abonnés du site, mais donc pas du tout possible l'archivage public de s'y gréver. Et quelque part, se dire si je disparais, tout ça s'envole, qu'est-ce que ça peut faire ?
C'est-à-dire, regardez comment on connaît Archimède. On connaît Archimède parce que 200 ans plus tard, on trouve dans les textes d'auteurs grecs des petits passages de 3-4 lignes qui font référence à Archimède, ou Anaximandre, c'est Anaximandre qui pose cette question, c'est-à-dire si la Terre est une sphère suspendue dans les airs, qui la tient? Qui donc la tient? C'est Hubert Reeves qui est fasciné par le personnage d'Anaximandre. Mais Anaximandre, on n'a que des traces comme ça, complètement rétrospectives. Loin après, on a des pièces de Eschyle ou Sophocle qui ne nous sont connues que par un vers ou 2 vers ou 3 vers cités par d'autres auteurs. Je crois qu'il faut prendre ce risque. Qu'est-ce que ça peut faire? On est dans une étape de profusion. Il n'y a plus de génie unique. Qu'est-ce que ça peut faire que tout ça soit soufflé? Alors il y a des choses qui sont plus vicieuses. Par exemple, regardez, si vous cliquez sur la première page de mon site, vous pouvez commander des livres imprimés. Je suis très touché. Erika elle-même parle de mes petites notes sur Balzac. Quel éditeur commercial aurait voulu publier ça? Pour moi, ce truc est vachement important. Il fait de plus en plus jour sur Les Arbres Morts de Sergi Lubin. Amazon me rémunère la vente de ses ouvrages. Ça passe par un système PayPal, ou Pioche aussi, OVH, qui est mon hébergeur web. C'est-à-dire qu'a priori, même si je disparais, tant que les gens continueront de m'acheter quelques traductions et quelques livres, le OVH ne s'apercevra pas qu'il n'y a pas d'être humain derrière ce qui lui renouvelle en permanence le loyer. Ça, c'est des figures qui sont rigolotes. Voilà, c'est déjà beaucoup trop long. Il y avait d'autres questions, mais peut-être que maintenant je pourrais écrire d'ailleurs une réponse en anglais et par écrit aux questions de Erika Fulop. Fulop, difficile à prononcer pour nous, les mots hongrois avec 2 trémas. Merci. Mardi question, à la prochaine.